Quand on voit ces enfants heureux comme ça autour d'une table en week-end, à quelques heures de voiture de Katmandou, avec la chaîne himalayenne au fond, ça paraît le bonheur, tout va bien. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ces enfants et toute la famille reviennent de loin. Ils le savent, moi je le sais également. C'est tout un destin qui a basculé le jour où il y a eu un regard qui s'est échangé entre une amie qui s'appelle Béa et ce petit garçon qui mendiait. Ils reviennent vraiment de très très loin. L'arrêt du col sud au sommet, je l'ai fait qu'une fois et je ne souhaite pas d'y retourner. Je m'appelle Michel Pelé, je suis guide de haute montagne, originaire d'Orléans. Donc la haute montagne, c'est venu un petit peu par la forêt de Fontainebleau, par la passion de l'escalade, avant de passer à l'alpinisme sur le massif de Chamonix. Le Népal, ça a été quand même pour moi une sorte de pays, de deuxième pays. C'est là où je suis allé le plus depuis, donc depuis 1976, j'y vais chaque année. Et pendant des années, je me suis axé plutôt sur la haute montagne, l'alpinisme ou l'himalayisme, pour finir au sommet de l'Everest en 1992. Durant toutes ces années, je n'ai pas seulement fait de la haute montagne sur les hauts sommets himalayens, mais j'ai parcouru en fait tout ce pays en marchant, en faisant des randonnées qu'on appelle des trekking, en emmenant, donc, de par mon métier de guide, des gens sur des sentiers au pied de très nombreuses montagnes au Népal. On voit le pont où on est passé avant-hier, en dessous de Namché. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai axé mon activité sur la haute montagne en négligeant les populations locales, excepté ces Sherpas qui sont nos partenaires pour pouvoir gravir ces hauts sommets himalayens. Mais les populations basse-caste qui sont dans les basses vallées et dans les plaines du Terrail, je les ai pas vues. En rentrant dans des nombreux trekking que je fais au Népal, je me promenais dans les rues de Katmandou, donc avec Béa, une amie. Et un lieu incontournable pour les touristes à Katmandou, c'est le fameux temple de Swayambhunath. C'est un endroit très touristique, où il y a des moines bouddhistes. Mais ces moines bouddhistes acceptent que des enfants hindouistes mendient sur ces marches. Et il est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait comme beaucoup de touristes, c'est-à-dire prendre en photo ces petits-enfants qui font un peu beau dans le décor. Là-dessus, Béa tombe en arrêt devant un enfant qui avait 5 ans et qui avait une vague ressemblance physique avec son petit-neveu. Je l'ai regardé, on s'est regardé, et là je peux pas te dire ce qui s'est passé. C'est inexplicable, c'est quelque chose qui se raconte pas. J'ai ressenti quelque chose vis-à-vis de cet enfant, mais je ne peux pas le définir. Le père m'a interpellée et j'ai dit, mais pourquoi ils sont pas à l'école? Il m'a dit que comme il avait un bras en moins, il pouvait pas travailler, il fallait que toute la famille mendie pour pouvoir manger. Et il m'a dit, vous pouvez m'aider. Et là, une grosse machine est partie. Moi, je ne savais pas dans quoi j'avais mis le doigt. Et elle me dit, ah là là, mais pourquoi cet enfant n'est pas à l'école? Alors je dis, mais tu sais, ces enfants ne vont pas à l'école parce qu'ils sont sans doute de basse caste et donc pas d'argent, pas d'école. Alors elle me dit à ce moment-là, écoute, il faudrait faire quelque chose pour cet enfant et combien je voudrais lui donner de l'argent. Là-dessus, on voit arriver une petite fille qui se demandait bien pourquoi on s'intéressait à sa petit frère, sauf qu'on ne savait pas à l'époque qu'ils étaient frères et sœurs. À ce moment-là, Béa insiste et me dit, mais Michel, ça fait des années que tu vis au Népal, et finalement, tu n'as fait que des choses pour toi, tu t'es jamais occupé des populations. Moi, si tu veux, je m'en occupe de ce gamin-là. Alors bon, je pouvais lui dire non, puis de toute façon, ça m'a troublé, voilà, troublé, c'est le mot. Et puis d'un coup, je lui dis comme ça, un peu rapidement, je lui dis, écoute, tu sais que si on commence à s'en occuper, on ne pourra plus jamais s'arrêter. Parce que si on met ses enfants à l'école, on ne va pas leur dire un jour, ah ben on en a marre, on arrête. Pas possible. Ou alors, il ne faut pas commencer. Et puis, dans une façon un peu brutale de dire, j'ai dit, écoute, allez, hop,
je prends la fille, tu prends le garçon, et on tape dans les mains, on en prend pour 15 ans ferme sans mise de peine. Ok, terminé. L'histoire a été commencée. Donc je vais au bureau donc, de Ashok, qui est la personne, le Népalais, avec qui je travaille depuis 30 ans pour faire mes trekking et mes expéditions. Et à ce moment-là, on est retourné sur les marches du temps avec un ami d'Ashok qui parle français et népali, et on a expliqué au père, au petit garçon qui s'appelle Boniram, à la petite fille qui s'appelle Radha, ces deux Français qui sont là, ont décidé de vous mettre à l'école. Vous avez envie d'aller à l'école? Oui, bon, et hop, c'est fait. Le lendemain, il est à l'école. Donc on a laissé quelques, je sais plus, 200 € à Ashok pour qu'il entame la scolarité. Nous, on rentre en France, et Ashok nous fait un mail, il nous dit, mais attends Michel, ils sont pas 2, ils sont 4. Oh là, bon. Donc 4, ça fait, quand il y en a pour 2, il y en a pour 4. Allez hop, tu les mets à l'école, tu prends sur ton budget, et on te payera l'année prochaine. Donc il a mis ses 2 autres enfants à l'école. Donc c'était Lakshman et Durga. Et puis nous, on n'oublie pas, mais on s'en intéresse de loin. Hein. On savait que ces gosses étaient à l'école, qu'il y en avait 2 qu'on n'avait jamais vus, et 2 qu'il y en avait vu 1 heure quand même. Hein. L'année suivante, je retourne au Népal, je vais voir là où ils habitent. Alors là, j'ai compris que c'était l'enfer, c'est-à-dire qu'ils n'habitaient pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient sous un auvent d'une maison, sans mobilier, sans rien, ils ramassaient des poubelles pour faire des feux de poubelle, pour faire chauffer de l'eau dans une gamelle. Et à ce moment-là, je découvre donc ces 4 enfants, le père et une gamine, Indira, qui est l'aînée, mais que j'avais jamais vue. Et Indira, elle mendiait avec sa mère dans un autre temple, qui s'appelle Bodna. Et là, à ce moment-là, je dis à Ashok, bon, ils sont combien? C'est qui Indira? Donc il me dira, mais c'est la grande sœur. Je dis, mais Indira, elle va pas à l'école? Elle me dit, non, on en a mis 4 à l'école, mais celle-là, on ne l'avait jamais vue parce qu'elle était dans la rue. Et je dis, bon, ok, donc allez hop, à l'école. Et puis surtout, c'est qu'elle avait une amertume terrible de ne pas aller à l'école par rapport à ses frères et sœurs qui y allaient, et pas elle. Donc elle travaillait sur les cahiers de ses frères et sœurs. Donc elle n'était pas complètement inculte. Ils ont fait faire quelques passages dans différentes classes dans la journée. Et là, le directeur, le soir, me dit bon, bah, elle sait un petit peu lire, en tout cas, on a vraiment l'impression qu'elle a envie. Donc, on peut peut-être, sur 1 an ou 2, la faire passer assez rapidement d'une classe à l'autre, parce qu'elle a quand même 13 ans, donc on ne peut pas la mettre avec des tout petits. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été le début d'une histoire où je me suis investi personnellement. C'est-à-dire que ce Népal, ce pays où j'ai fait beaucoup de montagnes, j'ai rencontré beaucoup de monde, d'un seul coup, j'y ai trouvé bizarrement un sens, une vraie raison d'être venu. En fait, je me suis aperçu que j'étais venu au Népal, peut-être pour ça au finish, sans le savoir. Comme il y avait déjà 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, que cette petite famille était prise en charge, je retourne voir la famille. Et là, je découvre dans un petit chiffon tout pourri, un petit bébé, et c'était Raki. Parce que, entre-temps, ils avaient fait donc un 6e enfant, qui s'appelle Raki, qui aujourd'hui a 6 ou 7 ans. Et l'expression du père a été extraordinaire. Il m'a regardé avec des yeux tristes et il m'a dit « I am sorry ». Le père était un petit peu, on va dire, dépassé par les événements. Parce que dans ces religions et dans ces systèmes de patriarcat, c'est quand même le père qui est censé subvenir aux besoins de toute sa famille. Et il avait quand même une chose contre laquelle on n'a absolument pas pu lutter, c'est la maladie. Il avait un cancer du foie, il avait une hépatite, il avait un bras en moins, il avait toute la misère du monde sur le dos et toutes les maladies que la Terre a bien voulu lui léguer. Il s'est battu pour essayer de scolariser ses enfants. Il allait taper à la porte des écoles. Prenez mes enfants, pas d'argent. Non. Dur, hein. Et il a essayé, il n'est jamais arrivé. Et bon, puis là, nous, on arrive et voilà, on résout tous les problèmes en 5 minutes. Donc, il a un peu perdu pied, si ce n'est qu'avec Ashok, on a toujours fait en sorte que ses enfants continuent à le considérer comme étant leur père et le respecter comme tel. Et moi, comme quelqu'un qui les aidait, et puis c'est tout. Il a fallu que les choses soient bien claires avec les enfants, que je n'étais pas leur père,
mais que simplement, on allait les aider et aider toute la famille à subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire la scolarité, l'hébergement, la nourriture. Mais à ce moment-là, quand la mère a vu qu'il y avait une opportunité de quelqu'un, quel qu'il soit, aller sauver ses enfants, c'est tout ce qu'elle voulait. Ils ne pouvaient plus vivre là où ils étaient, donc on leur a trouvé une grande pièce dans laquelle ils ont vécu, et puis de l'argent pour qu'ils achètent à manger. Donc un budget que j'ai fait avec Ashok, qui était à l'époque de 3 000 € par an. Donc à 3 000 € par an, on a sauvé une famille de 6 enfants. Les 2 ou 3 premières années, j'allais au Népal pour faire mes trekking, pour emmener les clients sur les trekking. Par contre, je restais très peu au Népal. Je restais entre 2-3 jours et une semaine pour m'occuper des enfants. Alors, il s'est passé un événement un peu particulier, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je suis resté plus longtemps pour m'investir, pour voir comment se déroulait l'histoire avec cette petite famille que nous avons adoptée en quelque sorte. Et je me suis aperçu que les enfants, et particulièrement les filles, se méfiaient de moi. J'ai eu très nettement l'impression qu'ils avaient peur de moi. Je n'ai pas compris tout de suite, et eux ne pouvaient pas savoir pourquoi je faisais ça au Népal, quelle était ma relation par rapport à ce pays qui est mon deuxième pays. Donc par conséquent, cette méfiance, je l'ai compris. Je l'ai compris à partir du moment où moi j'ai eu un élan par rapport aux enfants, comme j'ai avec mes propres enfants, une sorte de tendresse. Mais c'est vrai que dans ce pays, par rapport à des étrangers comme moi, ils ont imaginé qu'en retour, il fallait qu'il y ait quelque chose. C'est-à-dire que, ce que je pouvais leur amener, qu'est-ce que eux pouvaient m'amener, à part un échange, difficile à dire, je le reconnais, mais un échange sexuel ou un échange de prostitution. Et d'un seul coup, je découvrais, comme si c'était une nouveauté, la misère du monde. Et c'est là où j'ai dit à Ashok, écoute, il faut que tu viennes leur expliquer qui je suis, pourquoi je fais ça. Je fais pas ça que pour eux, je fais ça aussi pour moi, finalement. Par rapport à une relation, on va dire, pas paternelle, mais une relation de parrain, une relation de destin. Les enfants n'étaient jamais sortis de Katmandou. Ils n'avaient vécu que dans les poubelles et la ville trépidante. Cette route est l'unique route qui vient depuis le sud du Népal, c'est-à-dire depuis l'Inde. Pour franchir le dernier col qui donne accès aux premières maisons des faubourgs de Katmandou, il ne faut vraiment pas être pressé. Cette route, en fait, relie également Katmandou à la deuxième ville du Népal, qui s'appelle Pokhara. C'est assez infernal. Donc là, je loue un bus, on va se promener 2-3 jours sur le lac de Pokhara. Et c'est quand même la première fois qu'ils découvraient un pays qui était le leur, mais ils n'avaient jamais voyagé dans ce pays en tant que touristes, et jamais vu les montagnes. Et donc là, ils ont découvert la Lapurna, ils ont découvert les promenades sur le lac, ils ont découvert pour la première fois de leur vie des montagnes blanches enneigées au lointain. Donc à Katmandou, on ne les voit pas. Il est vrai que le père a eu beaucoup de mal à assumer le fait que je le
remplaçait au niveau de l'éducation de ses enfants. Et la lutte qu'il a entrepris pour essayer d'éduquer et de sauver ses enfants, il n'y est pas arrivé. La maladie a été plus forte. Donc à un moment donné, à 45 ans, avec une hépatite, un cancer du foie, un bras en moins, il est mort. C'était en mars. Ashok m'envoie un mail et me dit « Le père est mort ». Les enfants aimeraient bien faire une cérémonie de deuil à Pachupatinath, donc c'est l'endroit des crémations où les hindouistes brûlent les corps. Mais une crémation pour des riches, c'est une crémation qui dure 2 semaines. C'est-à-dire que les enfants se rasent le crâne, ont une petite toupette qui reste sur le crâne rasé, s'habillent de blanc, ils sont en prière, sans rentrer à la maison, sur les bords de la rivière pendant 15 jours en permanence. Donc ça coûtait un peu d'argent, bon, c'était la seule chose qu'on pouvait pour lui, c'est-à-dire la réincarnation. Il y a beaucoup de gens du Terail qui maintenant vivent à Katmandou. Donc à Pachupatinath, il y a eu la crémation du père. Il y a une cérémonie qui a lieu une fois par an. Ça commence de nuit et le moment où le soleil se lève et sort de la rivière, ce grand disque rouge qui sort de la rivière, où il y a des offrandes de bananes, de fruits, de lait aussi beaucoup, parce que la vache étant un animal sacré, donc il verse du lait dans la rivière. Et c'est une cérémonie qui est uniquement faite par des gens du sud du Terail et de l'est du Terail, c'est-à-dire effectivement de l'ethnie des enfants, mais qui a lieu à Katmandou aujourd'hui, parce qu'il y a une émigration de ces gens du Terail qui maintenant vivent en ville. Tout le Népal se lève très tôt, et eux se lèvent très tôt pour aller à l'école. Et donc la maman, ben voilà, elle fait la cuisine, elle prépare les petits uniformes, tout est toujours bien repassé, bien plié. Mais une fois que les enfants sont partis, c'est un peu le calme plat chez elle. Donc on doit aller papoter avec les voisins. Et puis aussi, ce qu'il fait, c'est que elle a trouvé un petit institut, une petite école où ils apprennent à lire et à écrire pour des adultes illettrés. Mais ça prouve qu'elle s'intéresse quand même à la situation et qu'elle ne reste pas à attendre que les choses se passent. Elle fait des petits boulots pour gagner sans doute quelques roupies de plus, et puis ça la gratifie aussi en même temps. On déménage chez des voisins ou du repassage chez des maisons bourgeoises dans le quartier. Cette fratrie n'a pas été détruite par la misère. L'amour que leur apportaient leur mère et leur père ont fait que cette fratrie a fonctionné et a existé. Et cette soudure est restée vive jusqu'au moment où, comme si c'était un destin, ils nous ont rencontrés. Indira m'a dit un jour, on sait que tu nous as fait du bien, mais j'ai l'impression que nous aussi on te fait du bien. Bon, ben voilà, en gros tout est dit en 2 mots. Hein. Clap. Clap again. Give a nice clap. Clap again. Hands down. And side. ग्रामीण राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Ces écoles privées, c'est comme des business. Et donc, cette école est souvent de bonne qualité, mais par contre, elle est payante. Il y a quand même des programmes qui sont tenus par toutes les écoles de Katmandou,
Et la plupart des cours sont faits en anglais, ce qui est quand même pour eux, évidemment, une ouverture sur le monde extérieur. Il y a une discipline qui est pas très importante dans la mesure où on peut considérer que tous ces enfants qui sont là savent la chance qu'ils ont d'être là. Et ils ont la niaque, ils ont la rage d'apprendre et de réussir. Le fait de les avoir éduqués ne changera rien à leur système de classe. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, eux, accéder à des postes ou à des métiers intéressants, même des métiers où ils vont bien gagner leur vie, mais leur caste ne changera jamais. So only 5 powerful people sit in the table, on the table. L'année d'après, je leur demande, je dis, où voulez-vous aller? Et c'est là qu'ils m'ont dit, on aimerait bien aller dans le village d'origine, là où ma mère est née et là où Indira est née. En fait, le Népal est très connu pour ses hautes montagnes, par les touristes, par les étrangers. On va toujours se promener vers l'Everest ou vers les Annapurna. Le Népal est comme un escalier géant. Quand on considère qu'à partir de 100 mètres d'altitude jusqu'à 8000 mètres d'altitude, il y a donc 200 km. Le Népal, ce n'est pas que les hautes montagnes. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une partie de ce pays qui s'appelle le Terai, qui est dans le sud du pays, qui est à la frontière indienne. Et c'est à 100 mètres d'altitude. Alors c'est très bas. C'est des jungles et des chanderies et des petits villages. Ces petits villages, d'ailleurs, d'où sont issus les enfants. Tout de suite, c'est une expédition. On a mis 17 heures avec une voiture que j'ai louée, en plus, privée, c'est-à-dire même pas un bus, 17 heures pour faire 490 km. Donc on voit un peu le truc. Et là, c'est vrai que ça a été, pour eux et pour moi, une découverte formidable. D'abord, je leur permettais de retourner dans le village. La mère avait quitté le village, elle avait environ, je dirais, 15-16 ans. Indira avait 1 an ou 2. Et Durga avait quelques mois. Et ils ne s'étaient jamais retournés dans le village. Les autres enfants sont nés à Katmandou. La maman a eu sa première fille, Indira, elle avait 13 ans, la maman. Et puis après, il y a eu 6. Donc la maman, aujourd'hui, elle doit avoir à peu près 35 ans, avec 6 gosses. Les oncles, les tantes, c'est tous des gamins, des jeunes, ils ont entre 20 et 25 ans. La grand-mère, elle a 50 ans. Donc c'est un peuple de jeunes. Et là, évidemment, la rencontre a été assez émouvante, puisque la grand-mère a vu ses petits-enfants pour la première fois de leur vie. Le contact a été au départ assez difficile parce que le contraste entre cette famille qui était partie du village comme étant les malchanceux, les pauvres, pour aller à Katmandou mendier, et reviennent avec un mec comme moi qui les a aidés à les scolariser. Donc, effectivement, la situation était complètement basculée. Janakpur est un lieu important dans l'hindouisme. Le père et la mère des enfants sont venus se marier
dans ce temple qui est le lieu le plus sacré que l'on puisse imaginer dans la religion hindouisme, puisque c'est le temple de la déesse Sita et du seigneur Rama, qui symbolise en fait le bonheur et la fidélité dans le mariage. La plupart des gens de cette région viennent se marier, faire des offrandes dans le temple de Janakpur. En rentrant du village, il y a un lieu un peu touristique. On s'est arrêté une journée, pour faire les touristes. Et là, c'est l'occasion de se balader dans la jungle à dos d'éléphant. Alors c'est assez marrant pour nous, bien sûr, pour les gosses, c'est encore plus drôle. Alors il est vrai qu'il y a eu un événement qui à un moment donné m'a échappé. C'est-à-dire que, allant beaucoup au Népal, étant quand même en France, j'ai investi beaucoup sur ces enfants, un petit peu d'une manière démesurée. Et il se trouve que j'ai deux filles, une qui s'appelle Julie et l'autre qui s'appelle Zoé, avec lesquelles j'ai pas vécu une enfance à plein temps, mais qui bon, évidemment, j'étais à des relations de filiales. Et il m'est arrivé d'avoir eu la maladresse de parler un petit peu trop souvent de ces enfants du Népal, et surtout devant eux, et quelque part, à un moment donné, ils m'en ont voulu. Donc à ce moment-là, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, aïe, aïe, aïe. C'est vrai, elles ont raison, parce que finalement, ce n'est pas une famille de substitution, ce n'est pas non plus à leur détriment, mais en même temps, affectivement, elles ne savaient plus où elles habitaient. Et donc je me suis dit, allez, il faut qu'on a le plus simple, plutôt que de faire venir les enfants au Népal, voir les Jules et Zoé en France, on a fait le contraire. Et on est parti au mois d'avril et on est allé rencontrer les enfants au Népal. On a fait encore une fois un voyage à Pokhara, encore une fois, elle était à l'école, encore une fois, il y a eu fusion entre les enfants du Népal et Julie et Zoé, avec d'ailleurs le copain de Julie. Et là, je faisais que l'intermédiaire. Mais ça s'est parfaitement bien passé. Voilà, c'est passé et c'était nécessaire. J'avais peur qu'ils nous accueillent les bras grands ouverts et qu'ils aient un rapport avec nous quelque part pas naturel. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Ça s'est très bien passé tout de suite. J'ai trouvé qu'Indira était une fille très ouverte d'esprit et qui avait très bien compris quel personnage tu étais et quelle place on avait nous là-dedans. Elle a réussi à faire en sorte que cette petite aventure se passe bien. Elle n'a pas été juste là gentille parce que tu leur apportais un soutien financier. C'était finalement une belle rencontre. On appréhendait de les rencontrer parce que ça faisait beaucoup partie de ta vie à ce moment-là. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Et en fait, c'est plus eux qui nous ont mis à l'aise. Go after go. 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 No. Go bhai. Go bhai मैले क ख नेपालीमा लेखेर इङ्ग्लिसमा नलेखेर. This is क अनि ख लेख्छ नि है ख ख. बुढी. बुढी बुढी. Booty. Yeah. Little booty. Go. बुढी
Oh, you say man. Man. Husband. Ah, Buddha. Your Buddha is Mero there. Buddha. Yeah. Okay. Mero Buddhi, Mero. Your Buddha here, your Buddha. Yeah, I'm Buddha. Bodhi. Buddha. This festival in Terai? Yeah. Putain, ça serait bien ça. Maybe I go with you. On Dosai? Yeah, On village? yeah. With, not alone, with another people. Ça va. Ça va? Ça va. I try. Don't try. Do that. Yeah, sure. No. उल्टो उल्टा गर्दैन भएपछि Le jour de Dassagne, donc ça a lieu une fois par an. C'est une fête très importante dans la religion hindouiste. Et il y a une journée qui s'appelle la journée de la Tika. C'est une journée où les frères et les sœurs se remettent le point de vermillon sur le front en signe de reconnaissance et en signe de respect. Et là, pour l'occasion, c'est la mère qui me remet la Tika par respect pour moi-même. Je suis tellement contente qu'elle comprenne que c'est important pour nous aussi. Ça. Attention. खाली कुरा लड्डू Take this one. Donc ces enfants, une fois qu'ils ont passé le SLC, c'est-à-dire le bac, vont rentrer dans les écoles supérieures. Les écoles supérieures, c'est Indira est en école d'infirmière, Durga dans les écoles d'ingénieurs. Mais donc là, ils partent en pension, pour des raisons, on va dire, pratiques. C'est-à-dire c'est plus simple que plutôt rentrer tous les soirs chez eux. Ils restent dans le contexte de l'école, d'abord parce que l'école d'Indira est quand même loin. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, comme je suis à Katmandou à cette époque-là, bon, je les aide et en même temps, moi, ça m'intéresse, ça m'amuse. Donc de les installer dans leur nouvelle pension, c'est-à-dire il faut leur acheter le trousseau classique, la literie, les habits, les livres, les cahiers. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, c'est une vie que j'aurais pas imaginé faire un jour, c'est-à-dire acheter des matelas à Katmandou, acheter un fer à repasser, acheter... Donc voilà, donc en plus ça les amuse, moi aussi, donc finalement tout le monde s'y retrouve. La ville de Katmandou, à l'époque où je l'ai connue, c'était la ville à la campagne, hein. On se déplaçait en vélo, il y avait très peu de voitures. Au début, c'était les quartiers qui se sont un petit peu étendus avec des maisons de 3-4 étages. Et aujourd'hui, on arrive à des immeubles de 10, 20, 30 étages. Je ne sais pas comment ils vont faire pour arriver à donner de l'eau à tous ces immeubles. Les évacuations, ça doit être une catastrophe. Et il faut voir un petit peu la ville champignon et tous ces qui vident les villages en même temps. Avec toutes les années qui sont passées, on a permis aux enfants d'avoir une meilleure éducation et d'être mieux logés. Il y a un an, on leur a trouvé un logement confortable, 5 pièces, dans un petit immeuble. Là, je me suis retrouvé confronté à une histoire que je n'imaginais pas. La maman qui se retrouve dans une situation de confort qu'elle n'aurait même pas imaginé un jour, faisait de la lessive en permanence. Elle lavait le linge, elle lavait le linge. Il a fallu qu'avec un choc, on lui dit, mais arrête, elle avait du linge tous les jours, on lave pas sa chemise tous les jours, même pas moi. Donc il y a eu un différend avec les voisins. Le problème de l'eau, il commence par le fait qu'il n'y en a pas. Tout est complètement à l'arrache. Il n'y a pas de tuyau qui amène l'eau, il n'y a pas d'égout qui évacue les eaux usées, c'est une catastrophe. En réalité, dans cet immeuble, il y avait sur le toit des citernes d'eau qui étaient alimentées soit par des puits qui
qui puisaient l'eau dans des nappes phréatiques polluées, ou il y a des camions-citernes qui amènent l'eau, et ensuite les pompes montent l'eau sur les toits dans des gros bidons noirs. Donc comme il n'y a pas d'électricité, ou très peu, il ne faut quand même pas oublier qu'à Katmandou, il y a 17 heures de coupure d'électricité par jour. Ça veut dire que si on veut monter l'eau sur les toits, il faut des groupes électrogènes. Groupe électrogène, kérosène. Bon, on tourne en rond. J'ai eu la maladresse, en arrivant à l'école d'infirmière d'Indira, je suis allé avec elle pour son inscription. Bien sûr, je suis allé dans le bureau de la directrice, je dis voilà, c'est des enfants qui étaient mendiants, on les a trouvés, maintenant on paye l'école. Elle était mais choquée. Et quand on est ressorti, elle m'a dit Michel, surtout tu ne dis plus jamais ça. J'ai l'impression qu'en fait, ils font table rase du passé. Ils veulent bien parler avec nous, parce que c'est sûr qu'on sait, mais par contre, ils ne veulent pas qu'on en parle aux autres. Alors, ils n'en parlent pas. Voilà, comme si c'était quelque chose de acquis, d'une manière divine. Les besoins de l'éducation devenaient de plus en plus évidents. C'est-à-dire que les gamins réussissant très bien à l'école, donc allaient, à terme, passer ce qu'on appelle le SL6, qui est le bac en France, à faire les études supérieures. Et puis surtout, c'est qu'Indira est en école supérieure d'infirmière, en école d'infirmière. On arrive à des budgets où chaque enfant va coûter environ 10 000 € pour leurs études supérieures. Et là, je me suis aperçu que seul, j'arriverai jamais. Bon, j'étais pas seul, on était 3. Hein, mais à 3, je n'arriverai jamais à subvenir aux besoins de toute cette famille. Où moi, j'avais pas les moyens financiers de subvenir à ces besoins-là. Donc, c'est là où j'ai décidé de créer une association dans laquelle, dans un premier temps, j'ai commencé à appeler des amis intimes, des proches, des très proches. Parce que finalement, 3 000, 4 000, 5 000 € par an, si on est 10, 15, ça va, c'est supportable. Tout seul, ça devient quand même compliqué. Donc, j'ai créé cette association et j'ai de plus en plus élargi des gens, de mes connaissances, qui ont commencé aussi à faire de leur côté le tam-tam, comme je l'appelle, pour financer l'opération de ce qu'on appelle la petite famille du Népal. Les dons sont défiscalisés. Donc ça m'a permis non seulement d'appeler des particuliers, mais aussi des entreprises. Donc aujourd'hui, il y a quand même suffisamment de fonds pour pouvoir subvenir assez longtemps à leurs besoins. Indira me confie que dans la situation où ils étaient, c'était la solitude. Maintenant que ça s'est beaucoup amélioré, ils peuvent avoir des amis et qu'ils se font particulièrement à l'école et aussi dans leur quartier. Et justement, dans ce système hindouiste où il y a des systèmes de castes bien définis, il était pour eux quasiment impossible d'avoir des contacts avec des familles ou d'autres enfants de castes supérieures. Moi, je me suis fait un challenge dans cette histoire-là. Le challenge, c'est de financer les études de tous les enfants, qu'ils soient grands ou petits. Donc, j'aimerais bien arriver, mort ou vif, à financer les études de tous les enfants, y compris de Raki, sans que les aînés aient à subir les frais de la scolarité de leurs cadets. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants, plus je leur montre que je suis plus seul, du tout, plus je leur montre qu'ils sont suivis, et que non seulement ils sont suivis, mais il y a des gens qui viennent de France exprès pour les voir. Donc ça les conforte dans leur situation et ils réussissent de mieux en mieux à l'école. La réussite, elle est là. C'est d'avoir créé un collectif qui fait que tous ces gens sont autant investis que moi. Moi, je continue, on va dire, simplement à faire un lien entre ces enfants qui fait que l'histoire et le destin a voulu qu'on les rencontre et
le fait qu'il y a des gens que j'ai réussi à convaincre, qui m'aiment bien, qui savent qui je suis et qui les aident. Puisque finalement, aujourd'hui, c'est quand même un collectif, on est environ 80 personnes. S'il m'arrivait de disparaître, en réalité, pour eux, ce ne serait pas un très gros problème. On va dire que c'est un petit problème affectif. Pour moi, le problème serait réglé. Mais par contre, l'association fonctionnerait toujours. Dans la mesure où l'argent qui est mis sur un compte en France est au nom de l'association, il ne m'appartient pas du tout. Et donc, après, il suffirait que quelqu'un prenne mon relais. Là. Souvent on me dit c'est bien ce que tu fais, c'est super ce que tu fais. Alors c'est hyper simple, hein. N'importe qui peut le faire. La personne qui va à Soyambounat sur les marches du temple, ils prennent un enfant, le premier qu'ils trouvent c'est le bon, et ils l'éduquent, ils s'en servent. Mais il ne faut pas le ramener en France. Il vaut mieux l'aider dans sa culture et dans son pays. Et il vaut mieux y aller, nous, pour l'aider dans son pays. Et on lui apporte beaucoup plus de choses. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions. Cette histoire ne m'appartient plus. Et d'abord, ces enfants ne m'ont jamais appartenu. C'est comme ça. Voilà, ils m'ont rencontré, ils sont à l'école, ils réussissent, ils sont épanouis. Personne ne peut dire ce qu'ils seraient devenus. En gros, il y en a qui seraient peut-être déjà décédés, et il y en a qui seraient sûrement de la prostitution et du trafic de drogue. Dire que c'est une réussite, ça serait un peu prétentieux, mais je dirais que c'est plutôt un sens à ma vie. Donc aujourd'hui, quand je vois ces enfants, ça me renvoie en 2002. Et quand je les vois épanouis comme ceci, c'est quand même, sachant qu'ils reviennent de si loin, c'est un peu, je les regarde avec bonheur. Ils ont conscience de leur destin. Ils savent très très bien d'où ils arrivent, d'où ils viennent. Sauf Raki qui était à peine né. Mais les aînés, et particulièrement la maman, savourent ce bonheur. Parce qu'ils savent qu'en réalité, ils ont échappé à la catastrophe, ils reviennent de très loin. Ça ne me fait plus plaisir d'entendre sans arrêt cette famille me donner des remerciements. Parce que finalement, si je leur ai permis tout ça, moi aussi je peux leur dire merci de me faire découvrir un pays que je croyais connaître et que je ne connaissais pas finalement. L'échange, il est là, c'est que moi j'ai appris à une culture que je ne connaissais pas, à force égoïstement de monter sur ces montagnes enneigées. En fait, il ne faut quand même pas oublier qu'en haut des montagnes, il n'y a personne. Parce qu'une fois qu'on est en haut, il n'y a plus qu'à redescendre. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, bon, c'est fait, voilà. Mais quand même, le fait que dans ce pays, j'ai pu rencontrer ces petites familles, puisqu'on l'appelait comme ça, m'apporte, ils en sont conscients aujourd'hui, autant que je leur ai apporté. भगवान तुम्हारे चरणों में हमने अपना सर झुका दिया भगवान तुम्हारे चरणों